Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef en compagnie aujourd'hui d'Éric Trochon. Je suis très heureux de lui donner l'occasion de partager avec vous son histoire et sa vision, car le chef Éric Trochon est plutôt discret, mais son parcours est remarquable, signifiant, et il continue d'écrire sa ligne de cuisine sans forcément chercher la lumière. Meilleur ouvrier de France, chef étoilé aujourd'hui, sa réputation est incontestable et Solstice, son restaurant du 5e arrondissement de Paris, a conquis sa clientèle depuis un moment. Mais pour en arriver là, Éric Trochon n'a pas fait comme les autres. Non, sa carrière à lui n'a pas été linéaire, car au lieu d'enchaîner les expériences en restaurant et d'écrire comme la plupart de ses confrères son ascension, il a pris en plus quelques chemins de traverse. Explorer la cuisine par bien des aspects, c'est ce qu'il a fait. Et je voudrais que vous entendiez en premier lieu l'histoire d'un jeune homme qui s'engageait pour l'excellence, fasciné par la médaille de meilleur ouvrier de France, et qui à 16 ans s'est détourné de son rêve suite à une mauvaise expérience. Je voudrais que vous entendiez ici l'histoire d'un chef qui aurait pu ne pas avoir cette carrière s'il n'avait pas su tenir et rebondir. L'histoire aussi d'un chef qui s'est amusé de ses déviations finalement pour apprendre sur sa discipline autrement. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et vous allez entendre ici l'histoire d'un homme agile et volontaire qui n'a jamais lâché l'évidence de sa passion, mais l'a emmené sur de nombreux terrains de créativité. On va parler photo, marketing, on va parler édition, stylisme, on va parler mode ou restauration collective, car avant d'être un mof et un chef étoilé, il a à peu près tout fait sans qu'on ne sache son nom. Alors voici l'histoire d'Éric Trochon. Juste avant de remonter le fil, et pour qu'on découvre votre histoire et comment vous avez écrit votre parcours, si vous regardez votre cuisine aujourd'hui et si vous devez la présenter, si on parle par exemple de Solstice, mais pas que forcément, mais en tout cas votre cuisine à vous telle que vous l'envisagez, vous la décrivez comment aujourd'hui ? En fait, mon meilleur ami qui est indien, Brahmal, m'a donné une phrase de Gandhi qui dit ma maison est ouverte à tous les vents du monde et toutes les influences, mais aucune d'elles ne me renversera. C'est-à-dire que ma cuisine est ouverte à tous les vents du monde, mais le cœur, ça reste la tradition française, dans la technique et dans les accords et dans ce que représente la gastronomie française pour la gastronomie, pour la cuisine occidentale. Pendant longtemps, j'ai dit que, je le pense toujours d'ailleurs, que la gastronomie française, c'est la grammaire de la cuisine occidentale. Il y a deux grands blocs de cuisine, Eastern cuisine avec la cuisine chinoise et Western cuisine avec la cuisine française, qui sont toutes les deux les grammaires, en fait, de ces deux grands blocs de cuisine. Et quand on regarde ma cuisine aujourd'hui, c'est une cuisine qui est beaucoup plus apaisée avec le temps qu'elle n'était quand j'ai commencé. Elle est beaucoup plus équilibrée, mais elle est très empreinte de l'ensemble de mes voyages et de mes amours, de mes rencontres avec l'Asie, l'Inde, comme je viens d'en parler, et ma femme est coréenne, le Japon qui a été vraiment un choc pour moi culturel très important, le Vietnam que j'adore, enfin vraiment Sud-Est Asie. Donc tout ça participe de cette cuisine, mais en même temps, j'ai un amour viscéral pour le terroir français, la gastronomie française, la cuisine classique française. Mon histoire, où j'ai commencé à 15 ans à Ferranti, sur des bases extrêmement solides. Et tout ça, ça me sert aujourd'hui. Il y a une colonne vertébrale et il y a des choses qui des influences qui l'ont petit à petit imprimé. On va essayer justement de scanner un petit peu la manière dont vous vous êtes construit. Si on remonte le fil au tout début de votre histoire, dans quel environnement vous avez grandi ? Ça ressemblait à quoi les premiers temps de votre enfance ? Deux côtés très très différents. Un papa chercheur, physicien en physique nucléaire, et une maman expert comptable.
et des grands-parents d'un côté dans l'administration EDF et de l'autre des restaurateurs Bougnat, 3e génération à Paris. D'un côté des gens que je voyais quasiment jamais parce qu'ils étaient toujours en train de travailler, et de l'autre une grand-mère parisienne. On est parisiens depuis 10 générations, alors effectivement avec un tout petit bout d'auvergnat dedans. Et plutôt entouré de très bonne cuisine. Et moi, aussi loin que je me souvienne, j'avais des avis sur ce que je mangeais. Trop chaud, trop froid, trop salé, trop sucré, enfin... Mais qui cuisinait? Alors, beaucoup mon papa. Ma maman travaillait énormément. Et mon papa cuisinait quand il rentrait, parce qu'il rentrait un petit peu plus tôt. C'est pas toujours très fameux, mais c'est lui qui cuisinait au quotidien, et ma maman cuisinait le dimanche. Et on mangeait quoi alors? Est-ce qu'on avait des plats et des choses qui sont très identifiables, très marquées? Alors la semaine c'était cocotte Seb, donc mettait tout dans la cocotte, il fermait le couvercle, il mettait le pchit et c'est déjà pas mal, parce qu'il y a plein de papas qui en faisaient peut-être pas autant, mais et ensuite on avait bain, douche, etc. Ouais, et le fameux tunnel quoi. Ouais. Voilà, et quand ça sifflait, c'était cuit. Donc ça c'était papa, et maman par contre le week-end là ça rigolait plus du tout, c'était Saint-Jacques à la normande, côte de bœuf, des sauces. Ouais. Là c'était maman qui cuisinait. C'était quoi le week-end? Il y avait un petit côté bon, c'est bon, ça suffit maintenant, c'est moi qui prends le relais. Non, il y avait le côté repas familial ouais. du dimanche midi, très sérieux. Là ça rigolait pas du tout. D'accord, tout le monde était autour de la table et ça prenait du temps. Et ça prenait le temps qu'il fallait pour manger très correctement, passer du temps ensemble, parce qu'effectivement la semaine c'était un peu la course quand même. Donc aussi loin que je me souvienne, on a beaucoup cuisiné à la maison. Et une grand-mère super au niveau de la cuisine aussi. Et vous, du coup, très jeune, vous avez ce sentiment de savoir, en tout cas de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas? Alors, oui, c'est ça. J'ai le sentiment dans ce que je mange, d'être très discernant sur ce que je mange. Mais vous le dites à ce moment-là? Non, vous le faites et puis j'ai pas vraiment conscience de ça avant 7-8 ans. Et à 7-8 ans, j'ai envie de devenir cuisinier, en fait. Ah oui? Mais alors ça vient d'où? Bah, je sais pas. L'amour du goût, et une fascination pour les casseroles, les trucs. Tout seul, ça vient comme ça. Parce qu'autour de vous, bon, ça cuisine, certes, mais bon. Bah, ma grand-mère était chef, restauratrice, au Pont de Charenton, au Grand Albert Ier avant la guerre, et après la guerre. Donc, beaucoup d'attention à ce qu'on mange. Et on mange pas n'importe quoi. Beaucoup d'attention. Mais non, je sais pas. Écoutez, je sais pas. C'est comme ça. Un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire de la cuisine. Et ça ne va jamais vous lâcher? C'est de pire en pire. Ah ouais. Non, c'est-à-dire que c'est un truc de fou. Donc, dans ma carrière, ça a été une grosse bagarre avec mon père au départ. Il voulait pas que je quitte le collège en fait. Ouais. Et on a fait un petit bras de fer ensemble en 4e. Je lui ai dit, je veux faire un apprentissage. Il m'a dit, il est hors de question que tu fasses un apprentissage. Oui. Tu vas jusqu'au bac. Parce que si jamais un jour tu veux faire demi-tour, à l'époque, l'époque n'était pas aussi propice au changement de cap. Ouais. On sortait en 5e, en 4e. Ça n'existait pas, faire les la marche changements. arrière, Ouais. c'était impossible. Ouais. Il m'a dit, tu vas jusqu'au bac. Je lui ai dit, j'irai pas jusqu'au bac, je vais partir en apprentissage. Il m'a dit, bon, d'accord. Je n'étais pas un élève surdoué, mais j'étais correct. Et puis d'un seul coup, la moyenne est passée de 13 à 8. Et à 8, on a commencé à ouvrir les négociations. Et il m'a dit, bon, écoute, d'abord, faut savoir si tu t'es prêt à ça. J'avais 15 ans, donc c'était quand même pas facile. Et 2 étés de suite, j'ai fait des stages, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Ouais. Oui, parce que là, il n'y a pas de formation engagée, rien du tout. Enfin, c'est... En 78, 79. 1978, 1979, premier stage dans une pâtisserie, rue Saint-Honoré, et là, Zola, vraiment. Les apprentis dans les chambres, au dernier étage, enfin, une hygiène bof, des coups de gueule. J'étais indécis, j'avais envie de travailler dans alors, cuisine ou pâtisserie, j'étais pas encore très décidé. Donc, là, ça doit pas être très engageant pour le coup quand on découvre un truc. Pas très engageant. Mon père, alors lui, du coup, mon pauvre papa, ça l'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un métier d'esclave. Et à ma demande, l'été suivant, deuxième round. Donc vous lâchez pas. Et il me lâche. Non, il me lâche pas. Mais vous non plus, vous lâchez pas, non, parce que vous auriez pu vous dire bon, enfin, ça m'a refroidi. Vous avez pas été refroidi, quoi.
Non, j'ai pas été refroidi. Et deuxième été, 2 mois à la Pérouse. Là, j'avais tout juste 15 ans. Et gros coup de foudre. Vraiment gros coup de foudre. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui... Le chef, incroyable, qui s'appelait Yvon Rouillec à l'époque. L'ambiance, les casseroles, ça fume, ça sent... C'était très classique, je me souviens, il montait genre 3 litres de béarnaise, 3 litres de hollandaise, du beurre blanc. L'ambiance, les odeurs, ce côté vieille maison qui sent un peu qui sent un peu le vieux, mais en même temps il y a des plats en argent, ça m'a complètement fasciné. Institution pour le coup. L'institution. Ouais. Et je me souviens le premier jour, mon père m'amène. Moi, j'avais 15 ans, j'étais hyper timide, je regardais tout le temps mes chaussures, jamais les gens en face. J'étais tellement timide. Il m'amène le premier jour, et la Pérouse, la cuisine était au fond du bâtiment, et il fallait traverser la plonge. On traverse la plonge, on arrive dans la cuisine, très impressionnant. Ouais. Et lui-même était assez impressionné en se disant, je vais laisser mon gamin là, ça va être compliqué. Bon, il pensait peut-être aussi, il va prendre une deuxième claque, il va arrêter. Et puis ça s'est plutôt bien passé. À la fin du stage, il a dit au chef, qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Et la théorie de mon père, c'est pas de bac, ok, mais fais une école, quoi. Pars pas en apprentissage. C'est vrai que j'étais un petit piou-piou aussi à 15 ans, on est quand même pas grand chose. Et le chef lui a dit, écoutez, il y a 2 écoles. Il y a l'école Médéric s'il veut faire du service, et il y a Ferrandi s'il veut faire de la cuisine. Et moi, je vous conseille de l'envoyer à Ferrandi. On a fait les portes ouvertes à Ferrandi. Ils m'ont posé des petites questions à l'époque assez benoîtes. Différence entre ail échalote, oignon échalote. Bon. Moi, je comprenais pas trop où ils voulaient en venir parce que ça me semblait tellement évident que... Voilà, sélection. À l'époque, Ferrandi fermait une journée. Il y avait 800 candidats et il y avait 80 places. Oui. Ça, c'était la grande période de la cuisine. Non, ça rigolait pas du tout. Donc, outre la lettre de recommandation, il fallait quand même rentrer. Donc on passait quand même les sélections à l'époque. Et puis je suis rentré à Ferrandi, voilà. Et là, ça vous parle ? Il y a toujours pas ça reste une évidence. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous rentrez dans cette école ? J'adore, en fait, j'ai un gros coup de foudre. Ah oui. J'ai un gros coup ça de se foudre. confirme, quoi. Chaque step confirme. Chaque step et en plus, à Ferrandi, je tombe, sur des gens extraordinaires. Mais vraiment. Et ça a été... Des profs, vous voulez dire ? Des profs. Formidables. Moi, j'arrivais d'un lycée, sympa, mais avec des gens, un peu, école, pas très ouvert d'abord sur les métiers manuels, pas du tout. À l'époque, il y avait les CPA, CPAM, CPPM, c'est genre les rebuts de la société. Donc dès qu'on disait qu'on voulait faire un métier manuel, oulala, prof de français qui arrivait de Louis le Grand, qui était normalien, enfin bref, on comprenait rien à ce qu'il nous expliquait, enfin, j'étais un peu désintéressé, faut être tout à fait honnête. Je lisais énormément. Je dévorais les livres, j'ai toujours une grosse culture des livres. Mais tout ce qui se racontait en classe m'intéressait pas. Ouais, c'était pas là que ça devait se passer. Je sais pas. Après, c'est des signes, peut-être, je sais pas. Enfin, et gros coup de foudre là à Ferrandi, des gens extraordinaires, prof de français incroyable, Jean Coulodeau pour pas le citer, qui est un homme phénoménal, qui a marqué, je pense, toute une carrière de jeune, qui d'un seul coup disait, on est dans un lycée technique, mais il faut de la culture. Il faut de l'éducation, il faut de la culture, et il n'est pas normal que dans ces métiers techniques, les gens n'aient pas un minimum de culture. Ça, on sent que c'est quelque chose qui vous habite pour le coup, parce que quand vous le dites et quand vous le recitez, en l'occurrence, vous sentez que ces valeurs-là, on sent que ces valeurs-là, elles sont encore aujourd'hui en vous. Alors, elles sont encore en moi, et elles se confirment chaque jour quand j'embauche les gens dans mes équipes. On se rend compte que l'éducation ne ment jamais. Quelqu'un qui est éduqué, alors c'est peut-être un terme un peu vieillot, mais dans l'éducation, il y a pas mal de choses. Il y a la culture, le savoir-vivre, des valeurs, et ça ne ment jamais, en fait. Dans l'étape ensuite, quand les choses deviennent un petit peu dures, les gens, quand ils ont un minimum d'éducation, ça fonctionne plutôt bien. Quand on a affaire à des gens, le terme intelligent, c'était peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que
Je vois aujourd'hui, dans ces métiers qui sont les nôtres, l'éducation fait toute la différence. Ouais. Ça a une importance. Il s'agit pas que de la matière et de la technique et du savoir-faire, mais il y a aussi la manière dont on l'aborde et comment on se positionne par rapport aux choses. Absolument. Donc ça, vous le comprenez à un moment à cette école avec notamment ce genre de rencontres qui font comprendre qu'en fait, on peut nourrir sa cuisine de beaucoup d'autres choses finalement et qu'il vaut mieux le faire d'ailleurs. Et qu'il vaut mieux le faire. Et surtout, ça a imprimé en moi cette idée que on peut être un maître artisan en fait. C'est-à-dire, on peut être un artisan, que ce soit artisan du goût comme nous, ou artisan du cuir, ou artisan de la boulangerie, et être quelqu'un de cultivé, éduqué, et que c'est pas un sous-métier, et qui a une forme. Alors, j'aime pas parler d'élite, mais en tout cas on peut être gravir socialement des échelons et arriver à un moment où on est équilibré. Il y a aucun complexe à avoir vis-à-vis des gens qui ont fait des études supérieures ou qui sont partis sur ingénieur ou autre. Voilà. C'est marrant parce que cette phrase aujourd'hui, elle peut paraître évidente parce que en 2025 et notamment grâce, pour le coup, c'est un truc qu'il faut rendre à la médiatisation de ce métier et certainement à la télévision. Aujourd'hui, les métiers de bouche et en tout cas le métier de chef, par exemple, il est plutôt valorisé. Il est en tout cas beaucoup moins déconsidéré qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années. Néanmoins, ce discours-là, il est encore pas facile à faire comprendre, en fait, que socialement, on peut être grand, intellectuellement, culturellement, on peut être grand, même si on fait par la main. C'est encore quelque chose qui est pas complètement assimilé, je trouve. Non, c'est pas assimilé. Après, ça, à l'époque aussi, être chef, c'était quelque chose. Hein. C'était après les 30 Glorieuses. La gastronomie, elle est le fruit de son époque, hein, toujours. Je veux dire, Escoffier, c'était l'aristocratie bourgeoise, industrielle d'avant-guerre. Les chefs propriétaires, c'est les 30 Glorieuses. Donc on était à la fin des 30 Glorieuses. On parlait beaucoup des chefs. C'est juste les médias qui changeaient. Il y avait beaucoup de journaux. Il y avait Goemio Magazine qui était très important à l'époque. Il y avait Cuisine et Vins de France qui était très important avec Ferniaud à l'époque. Et Ferniaud, je veux dire, c'était écrit, les critiques culinaires étaient divinement écrites. Enfin, c'était de la littérature. Enfin, donc il y avait des chefs hyper médiatisés. Le côté grand chef existait encore. Oui. Pour m'être baladé pas mal dans d'autres civilisations, on se rend compte qu'il y a qu'en France que les chefs ont atteint ce niveau de notoriété et de reconnaissance. On l'a un petit peu au Japon, mais les chefs sont tu connais, ils sont des artisans. Ils ont pas voix au chapitre dans les choses importantes. Donc, Vous étiez nourri par quoi à ce moment-là? Parce qu'on se parle justement des influences de ces chefs qu'on pouvait voir à l'époque et qu'on pouvait voir, dans les magazines, dans la presse. Est-ce que ça vous inspirait? Est-ce que vous vous projetiez ou c'était pas des modèles qui vous inspiraient particulièrement? Alors moi, j'avais un autre gros coup de cœur. Donc j'ai commencé Ferrandi et on va au mariage d'un ami de mon papa à l'auberge du Grand Condé à la Ferté-sous-Jouarre. Et le chef était Moff. Et sur un des murs de la salle, il y avait tous ses diplômes en fait. Bon, il était diplômé de tout, de l'académie culinaire, de meilleur envoyé de France. Enfin, ça m'avait tellement impressionné ce monsieur, voilà, qui avait une forme un parcours, une reconnaissance, qui avait des diplômes, et j'étais très très impressionné par cette notion de grand chef. Ça m'avait s'appelait Monsieur Tingot, je crois. Et il était Moff, et à la fin du repas, il est venu nous voir avec son col. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même... Imposant. Une bonne brioche, enfin, veste blanche, très ancien régime, comme on porte encore aujourd'hui avec les 2 rangées de boutons, le col bleu, blanc, rouge. Oui, ça avait de la gueule, quoi. C'était chouette. Mais quoi, vous êtes dit, à ce moment, j'aimerais bien, ça me dirait bien? Parce que là, on sent alors, que ça on vous se dit a pas quand ça même... exactement comme ça, mais on est un peu fasciné quand même. Ouais. On est un peu fasciné. Comment elles vont se dérouler ces années à Ferrandi, justement? Parce qu'on sent que là, vous avez trouvé un peu votre ligne et que... super bien. Ça va tracer. Super bien. Après, c'était 2 années de bonheur. Ensuite, il faut sortir. Et à la sortie, quand même, grosse claque. Avec la réalité? Avec la réalité, puisqu'en fait, alors, il faut dire aussi que mon papa était quand même assez avisé, c'est qu'il m'avait mis dans une formation en temps plein.
J'étais pas en apprentissage, en fait. Ah oui. J'étais en temps plein. Donc, à fond dans l'école. À fond dans l'école. Jusqu'à ce qu'on en sorte. En alternance, une semaine d'enseignement général, une semaine de cuisine, une semaine d'enseignement. Non, vraiment de la cuisine tout le temps. Mais à l'école. Mais à l'école. Un stage entre les deux où je suis parti à Nice. Pareil, c'était une belle découverte. Maison pas facile, à Gatière, dans la répé niçois. Un vieux chef cuisinier qui nous ménageait pas. J'étais un peu perdu, mais bon, c'était que 2 mois, donc je me suis un peu accroché aux branches. Mais la sortie, ça a été compliqué. Qu'est-ce que vous découvrez qui fait que justement la réalité est un peu moins facile à appréhender que ce que vous imaginiez? Et la première chose, je me retrouve chez Francis, place de l'Alma, dans une grande brasserie. Je n'avais même pas encore mon examen, en juin. Quelqu'un qui est venu me chercher en me disant, voilà, il y a une place. Moi, je voulais travailler, et donc j'ai dit ok, j'y vais. Je savais même pas si j'avais encore mon CAP, mon BEP. Hein, on n'avait pas les résultats. Et vous projetiez pas dans un type de restaurant plutôt qu'un autre? Je me projetais pas dans un type de restaurant plutôt qu'un autre. Et c'était super. C'était un chef que j'admire, qui est encore vivant, qui est un monsieur extraordinaire, maître cuisinier, Joël Boileau, un homme extraordinaire. Ça se passe super bien pendant 7-8 mois. Et puis, mésentente avec le patron, propriété de la maison Richard, hein, les frères Richard, les cafés, vins, les charbons. Et mésentente avec le propriétaire, il quitte le restaurant. Et là, d'un seul coup, arrivé d'un nouveau chef, plus du tout la même ambiance. Monsieur Boileau est un chef extrêmement pédagogue, il a formé plein de chefs derrière. Il avait une écoute par rapport aux jeunes. C'était dur, mais il y avait une vraie attitude de pédagogue. Et là derrière, ouah, catastrophe. Je quitte le restaurant, je me retrouve dans un petit truc scrofuleux rue du Montparnasse qui s'appelait le Falstaff, qui n'était pas encore un bar à bière, mais qui était une espèce de pub bizarre. Et là, c'était la catastrophe. Je suis terrible. Grosse dépression, et je me dis non mais c'est pas possible. Je suis entouré de crétins. Je peux pas continuer ça comme ça. Mais qu'est-ce qui vous déplaît ou qu'est-ce qui coince? C'est quoi? Tous les horaires de travail, l'attitude des patrons, la médiocrité des gens avec qui j'étais, globalement. Et cette confrontation à une réalité qui n'est pas celle des grandes tables, justement, qui est celle du restaurant basique qu'on peut côtoyer quand on a 16 ans. J'avais 16 ans, hein. Ouais. J'ai eu mon CAP à 16 ans, donc j'avais 16 ans. Un petit peu problématique avec mon milieu social aussi. Enfin, je comprenais pas. J'étais vraiment entouré de crétins. Et là, j'ai dit bon, il faut que je réagisse. Et j'en parle pas à mon père, mais l'après-midi à la coupure, je vais me renseigner pour passer un bac en fait, en cours du soir. Parce que mon père m'avait toujours dit, il faut aller jusqu'au bac, tu le regretteras. Bon. Ouais, et puis devant l'expérience un petit peu douloureuse, on se dit, peut-être que. Papa, il avait pas tort. Et changement de pied, je réussis à intégrer Victor Duruy aux Invalides, au Greta de la ville de Paris. Et là, je suis obligé de quitter la restauration traditionnelle et je rentre dans la collectivité. Tourgane à la Défense, 1200 couverts service. On cuisine avec des produits extrêmement médiocres. Je me souviens, les matières grasses, ça s'appelait lardelle. C'était du lard de cochon désodorisé parce que ça coûtait moins cher que l'huile. My God. Enfin, lardex, ça s'appelait, oui. On cuisinait avec des matières grasses de très bas de gamme, on utilisait des produits surgelés. Et je racontais ça de temps en temps quand je rentrais le week-end à mes parents. Je disais, on a fait 3 poubelles de couscous, 250 litres de bouillon et 3 poubelles de couscous graines. C'était une autre expérience. Mais voilà, je commençais le soir à 18h aux Invalides jusqu'à 22h. Et le samedi de 9h à 15h. Donc je travaillais le matin de 7h30 à la Défense jusqu'à 16h. À 16h, je prenais le métro, je rentrais chez moi, je prenais une douche, je prenais mes affaires et je partais Victor Duruy. Pendant 2 ans. Ouais. Et c'est assez impressionnant parce que premier cours il y avait pas assez de place dans les classes. Il y avait plus de 200 personnes. Ouais. Et au bout de 2 ans, on a été 8 à être présentés au bac, en fait. Ah oui, ça fait un petit écrémage.
Ben parce que arrive l'hiver, les gens viennent plus, Et viennent oui, moins, oui, puis il décrochent. faut être, ouais. Il y a des partiels, donc on a des devoirs à rendre. Des Vous avez choses. tenu. Je suis incapable de m'expliquer pourquoi, ni comment j'ai tenu, mais j'ai surtout rencontré aussi là, dans les marges, des gens extraordinaires, des profs incroyables. Et vous Profs de le français. disiez sur l'instant? Vous en aviez conscience sur l'instant? Ouais, sur l'instant, ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. Qui nous ont permis de développer de l'amour pour la littérature, de l'intérêt pour les maths. Moi, les maths m'ont toujours un peu, aux grandes âmes de mon papa, qui me faisait faire des mathématiques et de la physique, je comprenais rien du tout. Non, enfin, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui donnaient des cours dans les prisons, qui avaient des expériences de pédagogie assez incroyables. On était un peu les rebuts, on était dans les greniers du lycée Victor Duruy, on croisait pas les élèves en fait, parce que nous on arrivait quand eux partaient. Ouais. Et on était un peu, voilà, c'était les Greta de la ville de Paris, mais chouette quoi. Et là, des grosses belles amitiés avec des gens incroyables dans des métiers complètement différents du mien. Il y avait un chauffeur de ministre, il y avait 2 vendeuses, il y avait enfin des gens Ouais, de tous horizons, ouais. tous horizons. Et vous avez fini par aller au bout à 8. Voilà, et j'ai eu mon bac, bac B économique et social. Ça m'a permis de remonter en selle un peu aussi, de me dire bon, Quoi, c'est rassurant? c'est rassurant, voilà. Et là du coup, je suis passé du self-service à la salle à manger de direction. Où je pouvais m'exprimer plus facilement en termes de gastronomie. Mais ça, c'est pas le bac qui vous a permis de le faire. Non, c'est pas le bac, c'est mes compétences professionnelles en fait. Vous avez décidé d'aller voir ailleurs et Non, c'est-à-dire que les gens avec qui je travaillais ont dit mais quand même qu'est-ce que tu fais là? S'il y a des places en club de direction, tu serais mieux en club de direction. D'accord. Donc je suis passé en club de direction et je suis parti comme ça, voilà. Et j'avais mon bac et là pour la première fois j'ai eu un doute, je me suis dit mais bon, c'est quoi la cuisine aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et je me suis inscrit à Jussieu en psychologie. Rediscussion avec mon père. Tu vas faire la psycho en université, tu vas rien faire. D'abord, un psychologue, c'est pas un psychiatre. C'est pas un diplôme de médecine. Il y a beaucoup de gens sur les rangs, t'es pas sûr d'aller au bout. Tu m'as cassé les pieds pour faire de la cuisine. Ouais. Mais j'avais ce petit doute, puis en fait, je me suis jamais présenté à Jussieu. Et je suis retourné voir mes profs à Ferrandi. Et à Ferrandi, un de mes profs me dit « Ah ben on ouvre une formation qui s'appelle l'École supérieure de cuisine. On veut former des chefs d'entreprise. » Et ça a tilté parce que j'ai le goût du challenge et de l'entrepreneuriat. C'est un truc qui est viscéral chez moi, j'adore. Mais vous proposez quoi, de l'intégrer ou de... Non, mais juste me dire, voilà, ça existe. D'accord. Non. Je réfléchis. Entre-temps, je peux pas rester sans rien faire. Je suis parti à Londres pendant 1 an, dans un restaurant français, où j'étais seconde cuisine. Dans quelle perspective? Parler anglais, voir autre chose? Ouais. En plus, j'avais une belle expérience de cuisine, donc j'étais pas un commis. À l'époque, faut quand même considérer que on était commis, on était payé au lance-pierre. Ouais. Moi, je suis arrivé à un poste de seconde cuisine quand je gagnais très très bien ma vie. En étant très jeune, de fait, en plus. Étant jeune, ouais. Je gagnais très bien ma vie. Et puis, j'ai fait ça, et en même temps, j'ai postulé à l'École supérieure de cuisine française. Et là, pareil, très belle rencontre, directeur de Ferrandi qui s'appelait Monsieur Vremond, qui était un homme exceptionnel, qui le premier avait flairé cette idée que il fallait sortir cette génération d'artisans ouvriers du n'importe quoi. Et avec des grands chefs de l'époque, il a créé cette école, qui était une école, on était 6 mois en alternance en entreprise et 6 mois à l'école. D'accord. On avait des workshops, des démonstrations de chefs, les chefs de l'époque en démonstration pour nous. C'était Trois Gros, c'était Robuchon, c'était les grands de l'époque, Rostand, Chabran, Lameloise. C'est pas rien. Non, c'était incroyable d'avoir accès comme ça. Ouais. On avait 2 heures de démonstration et à peu près 1 heure de discussion avec eux sur leur histoire, leur parcours, comment ils étaient devenus chefs restaurateurs pour certains. Quelques anciens, il y avait Clécienne, des gens donc différentes générations, différents profils. Guy Leguet du Ritz était venu aussi. Et on était 12 très petites sections, donc on était entre cuisiniers et on parlait avec eux. C'était assez extraordinaire. Ouais, hyper enrichissant. Ouais. Comment vous allez sortir de ces années, en fait, où vous êtes dans la formation, finalement, là? Vous apprenez, vous inspirez. Je pars chez Lameloise. Vous apprenez. Ah oui. Grosse claque aussi. Toujours une belle rencontre. J'adore Jacques Lameloise. Moi, c'était avec Jacques Lameloise, hein, donc j'étais un petit peu plus, hein, j'étais personne pour lui, mais toujours une attention, un petit mot.
pas facile, des coups de gueule. Et à l'époque, il était avec sa maman, qui s'appelait Simone, ils s'engueulaient au pass. C'était très drôle. Pour nous, on était derrière. Ouais, ça devait C'est être très familial. En même temps, la brigade, elle faisait, je sais pas, 25 personnes ouais. mais c'était extraordinaire. Maison extraordinaire. J'arrive là-bas. Moi, j'avais dans ma tête, grand chef, machin. Je regarde la cuisine, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est tellement simple. C'est pas de la cuisine. Enfin, c'est des choses archi simples. Genre quoi? Qu'est-ce qui vous... La simplicité des après. Il y avait des ravioles à l'époque, ravioles d'escargot avec un petit bouillon à l'ail. Il y avait une poularde en vessie, enfin un pigeon en vessie plus précisément avec une sauce albufera. Des choses, je me disais, ça casse pas trop patin un canard quand même. Enfin, c'est Sur le papier. Sur le papier. Et un jour, je vais manger. Je pense que c'était Monsieur Lamelloise qui m'avait invité. Et on mange en salle. On était 2 avec un autre commis. Et là, énorme claque, en fait. Énorme claque, parce que d'un seul coup, ce qui me semblait être une simplicité biblique, s'est avéré être une cuisine extraordinaire. Cuisine de produits, assaisonnement juste, raffinement, équilibre. Vraiment la grande gastronomie. Et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui, et je le constate aussi chez les gens, les jeunes avec qui je travaille, on arrive, on veut foutre du gingembre partout, on veut que ça fume, on veut que ça poudre, on veut que ça... Et puis en fait, qu'il est difficile de faire simple. Hein. C'est vrai que c'est... Ah, mais c'est dur de monter au front avec peu de choses. Et puis souvent, en fait, derrière un bouillon, il y a un engagement qui est autrement plus impliquant que juste l'idée de... Voilà, ça peut prendre... surtout des produits incroyables. Ouais. La poularde, pigeon poularde de Bresse, champignons du Morvan, les Saint-Jacques arrivés d'Erquy, 200 kilos par semaine, des légumes qui étaient juste à côté. C'était les cuisses de grenouilles de la Bresse. C'était extraordinaire, la Lamelloise. Extraordinaire. C'est là une de vos premières, finalement, confrontations, un petit peu appuyées, pour le coup, parce qu'il y a une forme de quotidienneté à une cuisine d'exigence, en fait. Même si, de fait, elle paraît simple sur le papier. Là, pour le coup, on se parle d'une grande gastronomie, là, en l'occurrence. Voilà, c'est mon premier vrai contact avec la gastronomie, en dehors des contacts de chef dans les workshops. Ouais, c'est mon sûr. premier contact avec une gastronomie, avec de la vraie gastronomie française, en fait. Et vous vous dites que c'est dans ce rang-là que vous souhaitez vous inscrire, ou... J'y prends énormément de plaisir, surtout. Ouais. Alors après, je sais pas, on parle souvent de déterminisme, etc. Les choses sont pas arrivées exactement comme ça. C'est plus des sentiments. On se sent bien, quoi. Ouais. Et là, je me sentais bien. Je me suis fait plein de copains. On partait, on allait dans le Jura, on allait goûter du vin jaune. On allait dans la Bresse, chasser dans les Dombes, parce qu'il y avait des chefs de parti qui étaient chasseurs bressans. On allait goûter dans les caveaux à Meursault, parce que le sommelier avait ses entrées à peu près partout. Et d'un seul coup, on vit le truc à fond, et on se sent tellement bien. Et c'est tellement plaisant de travailler des produits de qualité. Ouais. C'est un vrai bonheur, en fait. C'est un vrai bonheur. En plus, on n'a pas de soucis. On compte pas. C'est pas notre argent. Donc, pour acheter les produits. Voilà, on est là, on travaille le meilleur, on baigne dans quelque chose qui semble naturel et qui sont les meilleurs produits, en fait. Et puis, j'ai appris énormément de choses, en fait. Énormément de choses sur la simplicité, énormément de choses sur la technique. Alors, apprendre des techniques, je veux bien le concevoir, je comprends. Alors, il y a des chefs qui montrent, des chefs qui montrent pas, peu importe. Mais finalement, par l'expérience, on finit par s'imprégner et comprendre des choses quand on se parle de technique. Mais quand on se parle d'une vision, d'une attitude, à savoir, par exemple, la simplicité, comment on apprend à faire simple, c'est quelque chose qui me paraît absolument dingue, moi. Qu'est-ce que vous voyez à cet âge-là? Surtout que c'est votre première expérience qui s'imprime et qui vous fait dire que, ah ouais, c'est une bonne ligne à suivre. Pas facile de faire simple. Non, c'est pas tellement c'est pas sur le fait que ce soit ça s'imprime pas comme ça, en fait. C'est un sentiment. On se sent bien. On sent que c'est vers là qu'on a envie d'aller. Ouais. C'est pas quelque chose qui il y a pas ce côté ouais, c'est ça que je veux faire. C'est pas du tout comme ça. Moi c'est très personnel, mais j'ai du mal à fonctionner comme ça. Je me laisse porter beaucoup, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne résonance ou pas? Est-ce que je sens qu'il y a une bonne résonance ou pas? Ça marche bien, ça fonctionne bien, ça me plaît, je me sens à l'aise, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et du coup, il y a une belle rencontre avec Jacques Lamelloise, des super collègues de travail, des coups de gueule, attention, hein, c'est pas la vie en rose non plus, hein. On se retrouve avec des caisses de champignons à faire, des écrevisses à châtrer, enfin bon, il y a du boulot, hein, c'est pas la rigolade. Mais ouais, on est bien, quoi, on vit le truc, on est bien,
on est bien. Je pars de là et je me dis j'ai envie de m'installer et de monter un restaurant et de faire valoir un petit peu ce que j'ai appris. Vous partez de là pour gagner cette indépendance-là? Pour gagner cette indépendance. Parce qu'on aurait pu se penser que vous auriez envisagé de rester si l'ambiance est bien, si vous vous sentez bien. Non, vous avez déjà envie de... C'était une période on a oublié un petit peu ça, mais c'était les années fin 80, 90, avec la notion de chef d'entreprise, les années tapis, quoi. Faut bosser, faut monter des boîtes, faut faire des trucs. On a oublié vraiment cette période-là et on commençait à installer des chefs de plus en plus jeunes. Première affaire où mes parents m'ont prêté un peu de sous, 22 ans. Et là, nouvelle confrontation à d'autres réalités qui sont pas celles de la cuisine. C'est-à-dire que savoir cuisiner, c'est une chose. Savoir gérer des gens, c'en est une autre. Notamment des gens qui sont plus âgés que vous. Dans un lieu qui était pas facile, qui était la vallée de Chevreuse. Où ça? À la sortie de Dampierre, dans un petit village qui s'appelait Senlis. C'est l'auberge du Pont-Hardy. J'ai repris une vieille auberge de... Alors c'est marrant parce que c'était aussi la fin d'une époque. Non mais c'est là où il y a c'est en bas de la côte de tous les virages là. Alors non, c'est le village de Dampierre. Nous on est à la sortie du village de Dampierre avant l'abbaye des Vaux-de-Cernay en fait. D'accord, oui je vois. OK. Voilà. OK. Et je me souviens de la critique du Goemio de l'époque dans le guide Goemio, c'était auberge de charme pour Mimi Pinson et PDG Casanova. Donc ça en disait long à l'époque. Comme quoi ils savaient écrire, mais sur le fait que c'était quand même des auberges un peu particulières. Ouais, on venait pas forcément pour l'assiette et pas que pour l'assiette, mais en tout cas les gens passaient, mangeaient bien, c'était des gastronomes, voilà. Mais c'était la fin déjà de la vallée de Chevreuse, trop loin, trop près de Paris. Trop loin pour attirer une clientèle, c'était compliqué. Et trop près parce que quand je voulais embaucher des gens, les gens me disaient vous êtes où? Ah, en région parisienne, on vient pas. Ouais. Voilà, donc ça a été un moment assez difficile. Première guerre du Golfe, grosse claque. Et là, avec mes parents, enfin surtout ma maman à l'époque, je dis puis on s'entendait plus très bien, on n'avait plus les mêmes façons d'envisager les choses. Elle m'aidait beaucoup sur la partie comptable, gestion, etc. On s'en sait même pas du tout. Deux visions, deux âges, deux générations. On vend, on trouve un japonais qui passe par là, qui s'est amouraché du truc. Et on vend et on part.